Bienvenue dans Deep Impact, le podcast où on parle hypnose, neurosciences cognitives et santé mentale. Je suis Valérie Sten, hypnologue spécialisée dans les émotions et la préparation mentale. Ici, je décortique, seule ou avec mes invités, les sujets importants du moment. J'ai hâte de savoir ce que tu retiendras de cet épisode. Bonjour Julie. Bonjour Valérie. Comment vas-tu ? Ça va, merci, je suis ravie d'être ici. Moi aussi, très contente de faire cet épisode avec toi pour une thématique qui me tient particulièrement à cœur. J'en dis pas plus, je vais laisser les auditeurs découvrir. Est-ce que tu veux bien, pour commencer, te présenter en mettant en avant les éléments que tu souhaites mettre en avant ? Ok. Eh bien, écoute, moi, je suis hypnothérapeute. Je travaille, ça fait 5-6 ans maintenant que je suis installée à mon compte. Et je suis spécialisée, moi, dans l'accompagnement à la fertilité. Donc, beaucoup de personnes qui sont en parcours PMA ou qui essayent d'avoir un enfant encore naturellement, qui vont peut-être passer par des voies médicales. Et après, j'accompagne beaucoup pendant la grossesse, postpartum. Voilà, c'est vraiment mon champ d'action. La thérapie, c'est à peu près maintenant 50% de mon activité. Et à côté de ça, j'ai monté un organisme de formation dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Et dans mes spécialisations, moi, j'accompagne beaucoup de familles queer et de personnes queer, donc des couples de femmes, des personnes trans, des couples d'hommes aussi, vers le chemin vers la parentalité. Et voilà, un peu ma spécialité. Ok, trop bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous parler de ton parcours et puis nous expliquer pourquoi tu en es venue à ces spécialisations-là, qu'est-ce qui t'a amené déjà sur le parcours PMA et puis aussi pourquoi les personnes queer, tout ça quoi. Ouais, alors c'est toujours un peu dur, je sais jamais trop où commencer. En gros, un de mes derniers boulots salariés que j'ai bossé en crèche pendant 5 ans. C'était une reconversion et j'ai adoré ce boulot, enfin, c'était hyper intéressant. Et en fait, en mettant le pied dans la crèche, j'ai découvert tout ce qui gravitait autour de la parentalité quand j'avais pas encore d'enfant à ce moment-là. J'ai découvert le maternage proximal, l'allaitement, le portage, le massage, tu vois, tous ces trucs-là. Et je trouvais ça hyper intéressant, donc j'ai commencé à faire des petites formations, tu vois, sur ces sujets-là. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à m'intéresser plus largement à la périnate, donc la grossesse, ce qui se passe en amont, etc. J'ai une copine qui m'a dit, mais tu sais, il y a une formation d'une nana qui fait une formation sur l'hypnose pendant la grossesse, je suis sûre que ça te plairait, je te verrais trop faire ça. Je dis, ouais, je sais pas. Donc je me suis renseignée un petit peu et en fait, je me suis dit, bon, allez, ça se tente, c'est que 4 jours de formation, tu vois, ça peut être trop intéressant. Et en fait, je suis sortie de la formation, je me suis dit, bon, c'était intéressant, mais jamais de ma vie, je fais de l'hypnose avec ça. 4 jours, c'était pour moi limite dangereux, en fait, d'en faire quelque chose. Donc je me suis dit, ok, l'outil me plaît, je trouve ça génial. Ça mêle plein de choses que j'aime, c'est créatif, c'est du cocooning, tu vois, tu prends soin de la personne. Mais je me suis dit, ouais, ok, il faut que j'aille un peu plus loin. Donc je suis allée me former, du coup, dans une école un peu plus généraliste, en parcours d'hypnose classique. Je fais technicien, praticien. Quelques années après, je fais le maître prat. Et en parallèle, j'ai commencé à réfléchir, du coup, à me dire, ok, la crèche, c'est sympa, mais en fait, il y a un truc qui me frustre, c'est que, tu vois, les parents, le soir, quand ils récupèrent leurs enfants, ils ont plein de questions, plein de trucs où ils auraient besoin d'être accompagnés, où ils ont besoin de ressources. Et en fait, nous, on n'a pas le temps. En 5 minutes, quand tu redonnes l'enfant, dire, voilà, tu dis, il a bien mangé, il a bien dormi, voilà, mais tu n'as pas ce temps-là avec eux, quoi. Alors, des fois, si vraiment il y a un gros truc, tu le prends le temps, mais c'est rarissime. Et je me suis rendu compte que ce truc-là, ça me plaisait, en fait. Qu'au-delà de la relation avec l'enfant, j'aimais aussi la relation avec les parents. Et donc, petit à petit, en fait, je me suis dit, ok, je vais quitter la crèche parce qu'entre-temps, ça s'était un peu dégradé. Les conditions de travail dans la petite enfance, c'est quand même quelque chose. Et j'ai commencé à me mettre à mon compte, si tu veux, sur les deux, un petit peu en même temps dans la crèche et à côté, donc au portage, massage, je faisais des ateliers collectifs, je commençais un peu l'accompagnement. Et puis, rapidement, je pense que c'est aussi t'attires un peu ce que tu es, tu vois. Moi, j'intervenais dans des assos, pas mal, et notamment des assos LGBT sur Bordeaux, parce que c'est une cause qui me tient à cœur et parce que moi-même, je suis concernée. Et petit à petit, en fait, sont venues toutes ces questions de comment on fait un enfant, donc j'ai commencé un peu des recherches. Et là, je me suis dit, ok, j'ai des demandes qui commencent à arriver sur des parcours PMA, sur tout ça, mais je ne suis pas formée à ça. Donc, je suis allée me former. Il y a Chloé Elsener qui a arrêté. Donc, il faisait une super formation sur l'hypnose fertilité. Donc, je me suis formée à ça. Je me suis formée après,
c'est le problème de la formation aussi, c'est que quand tu commences à accompagner autour C'est de la vrai. fertilité, tu rencontres en cabinet plein de gens en fertilité qui ont des traumas. Je pense que tu as peut-être déjà Mmh. rencontré ça, mais des violences sexuelles, des arrêts de grossesse naturels, enfin, tu vois, tu as plein de choses lourdes. Et moi, au début, comme je voulais pas faire n'importe quoi, je redirigeais. Ouais. J'avais des psys, j'étais au Bouscat, à côté de Bordeaux, donc j'avais tout un réseau à qui je redirigeais. Mais au bout d'un moment, tu es là, j'ai envie d'accompagner vraiment, tu vois, donc je Oui. me suis formée sur ces sujets, sur le trauma, sur l'arrêt de grossesse, sur voilà, plein de choses pour essayer de prendre en charge au maximum, tout en continuant à rediriger, parce que je suis convaincue que ça fait partie de notre boulot aussi. Mmh. Euh, et puis voilà, ça s'est fait assez naturellement. Euh, et je pense que la fertilité, tu vois, la PMA, tout ça, c'est un sujet qui me touche parce que j'ai connu des proches qui ont connu des difficultés. Moi, je suis née d'une PMA. Mes parents D'accord. me l'ont toujours dit, je l'ai su, voilà, ils n'ont pas réussi à avoir d'autres enfants. Enfin, tu vois, il y a eu des sujets quand j'étais un peu plus grande où j'ai posé des questions. Voilà, je pense que toute cette sensibilité-là, elle a fait que j'ai fini par créer un peu l'accompagnement qui me ressemblait et petit à petit à recentrer sur cette période, voilà, parcours PMA, grossesse et postpartum. Je trouve que ça s'est fait de manière vraiment fluide. Quelque part, c'est beaucoup plus facile que d'autres parcours que j'ai pu, entendre. On a Mhm. l'impression que tout coulait de source, quoi. C'est une évolution, moi je l'ai vraiment vécu comme ça, de Oui. ah ouais, ok, et puis j'ai envie de creuser, et puis je suis hyper curieuse moi de nature, donc j'ai fait en parallèle de tout ça, j'ai fait une formation alors, ce qu'on peut appeler doula, tu vois, dans certains domaines, mais accompagnement parentale et périnatale sur 2 ans. Et ça m'a. Alors, j'ai très peu exercé, tu vois, en tant que doula sur des accompagnements grossesse et tout. Mais par contre, c'est vraiment venu nourrir ma pratique en hypnose. Ouais. Et du coup, je fais des accompagnements qui sont un peu hybrides où, tu vois, même pendant les séances, je vais donner des conseils, j'ai plein de bouquins, j'ai plein de ressources et tout ça. Ouais, cette curiosité est venue nourrir un petit peu toute cette pratique. Ouais, trop bien. En tout cas, ça a l'air très cohérent et très complet. Merci. Alors du coup, aujourd'hui, tu proposes une formation, donc tu nous as un petit peu parlé, dans ta présentation. C'est une formation qui se destine aux professionnels, donc Ouais. j'imagine toutes sortes de professionnels. Tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Donc l'objectif, en fait, c'est d'apprendre aux accompagnants à accueillir de la manière la plus saine et la plus équilibrée, les familles, LGBTQIA+. Donc je te laisse nous parler un peu de cette formation, peut-être de comment tu en es venue à ça, et puis de ce qu'elle contient. Ok. Ça fait beaucoup de choses, hein. Bah ouais, je te garantis pas que ce soit tout dans l'ordre, mais on va y aller. Ouais, t'inquiète. Justement, en fait, quand j'ai fait cette formation d'accompagnante périnatale et parentale, on était 24 dans ma promo et il y avait 23 hétéros avec moi. Et elles avaient plein de questions. C'était, comment dire, sans méchanceté aucune, tu vois, mais de la naïveté, vraiment pure. Elle voulait savoir quelles étaient les façons pour nous d'accéder à la parentalité, qu'est-ce qui était légal ou pas en France. Il y en a qui ne savaient même pas que la PMA était passée, qu'on pouvait le faire, elles ne comprenaient pas pourquoi il y en a qui allaient à l'étranger. Enfin, tu vois, elles avaient vraiment beaucoup de questions. Ouais. Et dans ce cursus, en fait, sur les 2 ans, on avait tous les mois à peu près une conférence en ligne, tu vois, sur des experts, des expertes qui venaient sur des sujets. Et nos formatrices nous avaient dit, si un jour, vous, il y a un sujet qui vous parle et que vous avez envie de faire une petite masterclass, lancez-vous, ce sera cool, parce que nous, on avait tout un truc à la fin de validation, tu sais, t'avais des devoirs à rendre, des machins. Oui. Et en fait, les filles, elles m'ont dit, mais tu voudrais pas nous faire une petite présentation là, pour nous expliquer un peu les grandes lignes et tout. Je dis, ouais, mais je sais pas trop ce que je vais vous dire. Et j'ai fait toute une liste de questions, tu vois, à midi, je me suis dit, ok, posez-moi toutes vos questions, je note Ouais. tout sur une feuille, c'est parti. Et j'ai fait des recherches, et j'avais déjà fait des recherches moi à titre perso, et puis j'avais pas mal de ressources dans les assos que j'allais. Et je leur ai fait cette masterclass. Alors c'était assez décousu, tu vois, c'était entre nous. Mais à la fin, ils m'ont tout dit, mais c'est trop bien, on apprend plein de trucs. Enfin, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Nous, c'est vraiment, il n'y a pas de méchanceté, si tu veux, de leur part, mais une ignorance totale. Ne serait-ce que Ouais. les termes, tu vois, LGBTQIA+, il y en a, on part de là, du vocabulaire, elles n'ont pas le vocabulaire. Donc voilà, j'ai tenté un truc. Elles m'ont dit, mais c'est trop bien, en fait. On En devrait... fait, c'est super que tu sois partie des questionnements, parce que du coup, tu réponds vraiment aux interrogations, concrètes, quoi. Ouais, j'avais besoin de... C'est difficile, je trouve, quand tu es dans un sujet, euh, de savoir d'où partir pour transmettre, parce que tu as l'impression, tu dis, ouais, mais ça, tout le monde le sait. Ouais, non, mais ça, c'est une évidence. Et en fait, des trucs où je m'étais dit, attends, je vais quand même pas leur expliquer ce que c'est LGBTQIA+, que ça veut dire les mots. Si, en fait, parce que rien que ça, déjà, il n'y a pas. Donc,
J'ai une collègue qui m'a dit, en fait, tu vas nous faire les LGBT pour les nuls, tu sais, comme les livres. Oui. Je dis, bah ouais, en fait, c'est comme ça qu'il faut que je le construise. J'adore ces bouquins, ils sont trop bien. Ouais, c'est vrai. Ben voilà, donc c'est vraiment l'idée que j'ai gardée en tête tout le long. Et après, du coup, après cette masterclass, on m'a dit, mais franchement, il faut que tu en fasses un truc de ça, c'est trop bien. Tu pourrais creuser, ça pourrait. Bon, j'ai mis du temps, ça a été, tu sais, un long parcours avec le syndrome de l'imposteur, de mais je suis qui pour faire ça. Bon, voilà, j'ai pris mon temps de travailler sur toutes mes peurs, sur toutes mes croyances. Et je me suis lancée, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai interviewé des personnes, je suis allée chercher des ressources parce que, pareil, hein, il y a à la fois ce truc d'imposteur et puis ce truc de, attends, moi, j'ai pas de diplôme en sociaux ou en droit ou en je ne sais quoi, je vais quand même aller faire valider mes faits par des pros. Ok. Donc, j'ai créé tout le contenu et j'ai commencé par faire une formation e-learning. Donc ça, c'est une formation que je vends encore à l'heure actuelle. Donc, il y a tous ces savoirs de base. J'explique tout le vocabulaire, les différentes façons de faire famille, ce qui est légal et pas légal, ce que tu peux faire en France, ce que tu peux faire à l'étranger, vraiment toutes les façons pour des personnes LGBT de faire famille. Et après, comment accompagner, ce qui est intéressant à faire, ce qu'il ne faut pas faire. Des ressources aussi, c'est hyper important, vers qui tu peux te tourner. Quels sont les assos qui existent en national, en local, vers qui tu peux poser des questions, enfin voilà, tout ça. Et ça, je l'ai commencé en 2022. Je l'enrichis depuis. Et là, il y a un an, je pense. En fait, cette formation, je l'avais un peu déléguée à un organisme de formation qui n'en faisait pas grand-chose. Et je pense que j'étais un peu l'atout diversité, tu sais, sur le catalogue de formation. Ok. Ce qui m'a très bien convenu pendant 2 ans parce que moi, j'avais pas le temps, pas la foi de faire de la com et tout ça. Quand même... Donc, je l'ai délégué. Et puis, j'ai fait un coaching business. J'étais arrivée à un point l'année dernière où j'avais déménagé. Entre-temps, j'avais fait un parcours PMA. Je me suis mariée. J'ai eu un bébé. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire là de mon activité? Je vais reprendre. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse de côté? J'ai viré plein de trucs. Je me suis recentrée côté thérapie sur vraiment ce qui me fait vibrer. Et je me suis dit, OK, cette formation-là que tu as créée, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire? Parce qu'il y a une super matière et tu pourrais peut-être t'autoriser, parce que je pense qu'il y avait de ça, t'autoriser à en faire un truc. Et donc, j'ai demandé à la récupérer. Ça a été très cordial. On a réussi, tu vois, à se mettre d'accord avec l'organisme de formation. Et j'ai décidé en janvier, là, cette année, de monter un organisme de formation. J'ai qu'une formation pour l'instant que je décline sur plusieurs plans, mais j'ai envie de me consacrer vraiment à ce sujet-là. Donc, j'ai repris ma formation à e-learning que j'ai enrichie et que j'ai mise à jour parce que forcément, la loi évolue, etc. Pour l'enrichir, j'ai fait des interviews, tu vois, en visio comme ça, avec des experts et des expertes. Génial. Une avocate, une sage-femme qui est spécialisée dans l'accompagnement des personnes LGBT, Gabrielle Richard, qui est une grande sociologue du genre et qui parle de l'accompagnement des personnes, une nana qui fait de la com inclusive, qui explique comment tu peux être plus inclusif ou inclusif dans ta communication. Je ne sais plus, j'en ai quelques-uns, j'en ai d'autres. Waouh, ça a l'air super, vraiment riche, quoi, et très complet. J'ai l'impression que finalement, ça s'adresse peut-être pas... Enfin, il y a des parties qui peuvent intéresser d'autres personnes, pas forcément que des accompagnants, parce que... Ouais. Ben ça, j'ai encore du mal, tu vois, à cibler, mais pour moi, oui. En tout cas, je l'ai créé à la base, tu vois, pour des accompagnants, accompagnantes. Je me suis dit thérapeute, doula, machin. Après, je me suis dit, mais attends, il y a quand même une grosse notion. Je pense que ça a été hyper teinté de notre parcours PMA, tu vois. Avec ma femme, on a fait une PMA en France, à Bordeaux. Et on a été confrontés, alors jamais de méchanceté, on a eu beaucoup de chance et tout ça, mais alors des maladresses à gogo, des trucs improbables et tout. J'ai dit, ouais, ok, on va peut-être vous former aussi. Donc, c'est pour ça aussi que j'essaie de l'enrichir. Et maintenant, ma cible, mon cœur de cible, c'est vraiment pro de santé, périnate. Enfin, tu vois, je forme des sages-femmes, des médecins. Là, j'essaye d'aller dans les écoles. J'aimerais, dans les écoles et dans les hôpitaux. Là, je suis en train de discuter avec certains services d'hôpitaux. J'aimerais trop les former sur le terrain. Mais surtout aussi, j'essaie de former des écoles parce que il y a besoin. Tu vois, j'ai fait une intervention la semaine dernière à des étudiants et étudiantes sages-femmes. Et c'était trop bien. Ils sont, tu vois, c'est une autre génération aussi, donc tu as déjà une certaine ouverture d'esprit, le vocabulaire et tout ça, c'est pas un sujet pour aller pour eux, mais toutes les techniques, comprendre les possibilités, ce qui est légal, ce qui n'est pas légal, comment accompagner dans ton CAB tes patientes qui peut-être ont fait une technique qui n'est pas légale en France et qui n'osent pas te le dire. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui sont... Donc, c'est trop cool. Ça, j'ai vraiment envie de développer ça, quoi. Donc voilà, donc j'en suis là et je fais donc cette formation e-learning que je développe parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément se prendre une journée, tu vois, pour
pour faire une formation ou autre. Et puis qu'il y a d'autres avantages, notamment ces interviews. Et après, voilà, j'ai développé une formation en présentiel. Donc celle-là, je l'ai faite plusieurs fois déjà en présentiel. J'en ai D'accord. fait quelques-unes en visio, parce qu'il y a des gens un peu dans toute la France qui peuvent y accéder. J'en fais une là en septembre, je crois, le 22 septembre, toute la journée. Donc ça, Ok. c'est des personnes qui viennent en financement propre. Tu vois, genre toi, en tant que thérapeute, tu peux venir et t'inscrire. Et puis voilà. Et puis après, je suis dans cette superbe phase de démarchage de écoles, hôpitaux et compagnie. Ok, super intéressant. Bah, je mettrai tous les liens dans la description pour les personnes qui seraient intéressées par tes différentes formations, soit en présentiel, soit en visio, enfin, ou en ligne. Voilà. Ce que je trouve sympa aussi dans le pack en ligne, c'est que tu peux le faire à ton rythme, tu peux avancer, cheminer ouais, voilà, à ton rythme, quoi. Complètement. C'est vraiment Mm. ces formats. En plus, je voulais que ce soit, tu sais, où tu peux. J'aime bien les formations où tu peux retourner piocher un peu des trucs. Donc, j'ai essayé de faire des Ouais. vidéos courtes, tu sais, avec un index. Ça, c'est genre, tu as une question parce que tu sais que tu vas avoir telle personne en séance, tu retournes juste voir la vidéo, machin. Donc, ouais, j'ai essayé de faire un truc comme ça. Et puis, j'ai envie que ça vive, quoi. Là, Ouais. je rencontre la semaine prochaine, je crois, une gynéco spécialisée en fertilité qui a fait je sais pas, 20 ans de carrière à l'HP, à PHP, un truc comme ça, à Paris, qui accompagnait les parcours PMA. Donc, elle va expliquer encore plus en détail ce que c'est les parcours PMA, ce que ça implique, les Génial. médicaments, tout ça. Enfin, voilà, j'ai envie qu'il y ait des pros qui viennent vraiment mettre leurs pattes là-dessus, quoi. C'est Ouais. cool. Ouais, du coup, c'est bien parce que quand tu parlais de sentiment d'illégitimité, bon, je pense que là maintenant, tu as de la matière et en ayant rencontré des personnes comme ça, on va dire avec un bagage, bah, ça donne une assise quand même très concrète, très solide. Ouais, et puis je trouve qu'en France, on est, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais on est dans Mm, un monde du travail qui glorifie vraiment les diplômes. Et moi, c'est tu vois, vrai. j'ai pas de diplôme dans ça. Et donc là, quand je commence à démarcher je démarche les hôpitaux, les machins, ils me demandent mon CV. Alors, j'ai des diplômes, j'ai un bac, j'ai un BTS dans l'audiovisuel, j'ai un CAP petite enfance, j'ai un parcours hyper atypique. En plus, j'ai 12 000 formations, mais ça colle pas forcément des fois avec leurs attentes. Du coup, je me suis inscrite à une VAE d'auxiliaire puériculture, comme ça, au moins, j'aurai un diplôme dans la santé, Ouais, ils seront contents. Des fois, ils ont besoin de ça pour cocher des cases, et je le comprends, parce qu'ils sont dans des institutions qui leur ouais. demandent d'avoir ce genre de choses. Mais, mais ouais, j'avais besoin aussi de faire valider certaines choses. Et puis de toute façon, Mm, tu peux pas être bon dans tout. Enfin, même si tu trouves certaines infos, si tu les recoupes de droite et de gauche, il y a mm. des choses, il faut vraiment le faire valider par des pros. Et je pense que c'est important pour qu'une formation elle soit crédible aussi, quoi. Ouais. Je trouve ça très intéressant. Enfin, j'allais te poser la question justement de comment tu allais démarcher, qu'est-ce que tu mettais en avant, quelles étaient les premières phrases que tu donnais pour les aborder. Parce que c'est vrai que déjà, tu donnes le mot hypnose. Je pense pas que tu le dises. Non. Voilà. Je l'en Parce ai sur mon CV. voilà, ça m'étonne pas. Parce que malgré que ce soit de plus en plus reconnu dans le milieu médical, tout de suite, on est étiqueté avec tous les, voilà, le charlatanisme et autres abus. Et du coup, c'est dommage en fait de s'arrêter à ça. Même si les diplômes, c'est important, qu'en effet, tu as une validation scientifique ou quelque chose de solide, quoi. Néanmoins, ton expertise, tu vois, le vécu, ce que tu as rencontré dans ton cabinet, c'est quand même hyper précieux, quoi. Ah ben, en plus, moi, je cumule parce que tu vois, j'ai hypnose et doula. Doula, Exact. tu dis ça à des médecins, mais ils te ferment la porte au nez et c'est une catastrophe. Donc, j'ai fait disparaître. Et ce qui est stupide, parce que, alors, il y en a qui le comprennent très bien, tu vois, tu as des sages-femmes, des gynécos qui comprennent et tout. Et en même temps, ils ont raison, parce qu'il y a des doulas qui ont fait des choses qui sont impensables et voilà, faudrait un vrai Oui, oui, encadrement oui. de leur métier pour plein de raisons. Mais tu peux être à la fois hypno, doula, avoir certaines convictions et en même temps être ultra terre à terre, être dans le. Tu sais, on parle de science-based, je sais pas comment. Oui, moi, c'est comme ça que je me définis. Voilà, d'être vraiment sur des scientifiques. Enfin, moi, j'aime les neurosciences, j'aime plein de choses, tu vois, qui sont vraiment factuelles. Donc, bon, on est encore un peu en retard sur ça en France, mais effectivement, je suis obligée de cloisonner. Donc, mon Mm. CV là que j'envoie pour démarcher, pour expliquer ma formation, j'ai mis accompagnante, mais tu vois, accompagnante parentale, je crois. Je crois que j'ai mis Ouais. accompagnante parentale pour montrer que je fais la relation avec les familles, portage, massage. Ça, Eh ils ben aiment bien. ouais. Ça va. Mais le reste, je le mets de côté, quoi. Je fais 2 sites internet séparés, mes réseaux sociaux, il y a 2 trucs séparés. Voilà. Je Je peux faire le comprends. lien facilement, mais j'ai pas envie. Voilà. Ouais, je comprends tout à fait parce que du coup, ce serait dommage. Comme tu dis, c'est pas de la triche pour moi, c'est tu joues le jeu en fait. Exact. Ouais, c'est ça.
C'est exactement ça. Et à contrario, tu vois, c'est déjà arrivé en formation. Tu sais, tu as toujours des pauses, machin, où tu discutes un peu. Et des médecins qui disent: «Ah, mais tu fais de l'hypnose à côté, mais ça nous intéresserait pour, tu vois, genre en pédia avec les enfants, Ouais, machin, tu saurais faire». mais oui. Et il y a plein de trucs à faire. Donc, tu en as quand même qui sont ouverts et heureusement, tant mieux, il y a de quoi faire. Si tu devais définir les objectifs que tu as avec cette formation, ce serait quoi? Euh, je te faire une réponse un peu mi-bisounours, mi-Miss France, tu vois, mais Ok. mon objectif et ce qui me fait vibrer derrière ça, c'est que j'ai envie que chaque personne LGBTQIA+, puisse être bien accueillie, bien prise en charge, bien prise en soin, partout où elle va. En fait, c'est ça, moi, qui me fait vibrer. Et là où je me heurte à une difficulté actuellement, c'est que j'ai du mal à faire comprendre aux pros de santé, aux pros de l'accompagnement qu'ils ne savent pas faire. Ils sont pleins de bienveillance, ils ont une partie de connaissances, parce que des fois, de par ton perso, de par tes connaissances, etc., tu as une petite base. Mais ils ne se rendent pas compte, en fait, qu'il y a des choses qui ne se font pas, qu'il y a des choses qui ne se disent pas, et qu'en fait, certes, ils ne sont peut-être pas maltraitants, mais toutes les petites boulettes accumulées par une personne dans tout son parcours, bah, au bout d'un moment, ça fait du trauma, en fait. Et ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, ça fait qu'ensuite, alors je suis très mauvaise en chiffres, mais tu vois, je les présente en formation, je ne sais plus, c'est de l'ordre de genre, je crois que les personnes trans, il y a 60 ou 65% de personnes trans qui ne vont pas consulter ou qui hésitent à consulter par peur de la transphobie ou des maladresses ou d'être mégenré, etc. C'est pas normal. Tu as une personne LGBT sur deux qui a déjà repoussé un soin ou carrément pas fait un soin par peur d'LGBT-phobie, enfin, d'être maltraité, d'être mal. C'est pas normal. Et ça, c'est le truc sur lequel je bute un petit peu actuellement et que je travaille. Du coup, j'ai repris un coaching, tu vois, pour m'aider sur certaines choses, au côté business, prospection et tout ça, parce que Oui. c'est dur de faire comprendre, sans être méchant, tu vois. Je Oui, vais pas parce que aller tu as voir. une partie pédagogique, en fait, Ah où oui. tu dois faire comprendre. Et puis, tu peux pas y aller frontalement en disant mais vous Non. savez pas faire, en fait. Donc, moi, je vais vous expliquer comment faire. Parce que c'est pas non plus comment je suis, tu vois. J'essaie de leur faire prendre conscience gentiment qu'ils ont des angles morts et qu'il y a besoin, en fait, de faire mieux. Et puis aussi que certains pros, des fois, ils se sentent pas à l'aise. Tu vois, C'est bon, vrai. c'était pas hyper confortable pour moi, mais ça va, je l'ai fait. Ouais, mais en fait, si toi, t'es pas à l'aise, la personne en face de toi, elle est pas forcément à l'aise. Est-ce que ce serait peut-être pas mieux de se former pour que toi, tu sois à l'aise et que la personne en face de toi, elle soit à l'aise? Tu vois. Tout à fait. Donc, c'est pas évident. Mais Ouais. j'y crois fort. Mais oui, trop bien. Moi aussi, j'y crois. On va faire en sorte, voilà, que ça avance. Oui, bah, du coup, tu as anticipé un peu ma question suivante parce que ça concernait cette histoire de cumul, en fait. C'est pas forcément des violences frontales ou brutales ou des grosses choses, mais c'est ce cumul de petites maladresses, de petits manquements, de naïveté. Est-ce que tu aurais peut-être des exemples à nous partager pour qu'on se fasse un peu une idée Ouais. Alors, il y a aussi, je ne veux pas minimiser, hein, il y a aussi évidemment des médecins et des professionnels qui sont Oui, malveillants et qui vont c'est vrai. avoir des paroles atroces et des gestes atroces, ça, il faut pas le nier. Mais le plus difficile et le plus courant, effectivement, enfin, pas le plus difficile, mais le plus courant en tout cas, ça va être ces accumulations de petites boulettes. Ça peut être par exemple une personne trans qui va à l'accueil de l'hôpital, qui donne sa carte vitale, ben, il y a encore l'ancien prénom. Et même si sur le dossier, il y a le nouveau prénom, ben, la secrétaire va dire « Ah, vous faites machin ». Elle va appeler par l'ancien prénom, ça c'est hyper violent. Un exemple que j'aime bien donner en formation pour faire comprendre un peu le genre de truc. Nous, quand on a fait notre PMA, donc on est un couple de femmes, comme je te disais, on a fait notre insémination le 18 avril. Et 6 semaines après, tu fais une écho de datation. On en fait une première et ils avaient du mal à estimer je sais pas quoi, enfin tout allait bien si tu veux, mais il fallait qu'on en refasse une semaine après. Donc, on revient et là, c'était un sage-femme qu'on ne connaissait pas qui me fait l'examen, tout ça. Bon, il ne parle pas trop, mais voilà. Il dit tout va bien. On revient à son bureau. Et là, il nous dit bon, tout va bien, machin, mais contrairement à ce qu'avait dit ma collègue, moi, je vais dater la grossesse au 17 avril parce que, en fait, la mesure de ceci, de cela, machin. Là, je regarde, je dis bah non. Il dit mais si, parce que, en fait, telle taille, tel truc. Je dis non, c'est pas possible. Il y avait ma femme à côté de moi, tu vois. Puis il capte pas. Il me dit bah si, telle mesure, tant de semaines, machin. Je dis monsieur, là il va peut-être falloir se reprendre, ce n'est pas possible. Et il captait toujours pas. Mais Ouais. c'était long, tu vois. Mm. Et je dis en fait, vous êtes en train de dire que l'insémination, enfin que la fécondation aurait eu lieu le 17, notre insémination a eu lieu le 18. Ma femme est à côté de moi, faites gaffe à ce que vous dites, parce que là, ça impliquerait des choses que je n'ai pas faites quand même. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Ouais.
Et là, il capte, en fait. Je lui dis, chez nous, il n'y a pas trop de suspense, en fait. On le sait que c'était le 18. Alors, je dis que ce soit après le 18, parce que biologiquement, des fois, ça met du temps à se rencontrer, les gamètes. Ouais. Tu as toujours une petite marge de manœuvre. Je dis, mais avant, c'est pas possible. Ah, bah oui. Et puis là, il court. Ah, bah, c'est le 17, alors. Et puis, il courait, il s'excuse pas, machin. Puis, faites attention quand même. Enfin, là, ça va, ma femme. Voilà, on n'est pas trop jalouse ou quoi. Je dis, mais faut faire attention à ce que je vous dis. C'est vrai que tu as raison, ça pourrait avoir des conséquences T'imagines? dans un couple où il y aurait des soucis. Ouais. Ben c'est ça, peut-être qu'en fait, je suis sortie la veille et j'ai trompé ma femme et j'ai. Ben non, en fait. Enfin... Et puis le mec sûr de lui, tu vois, il a. Donc voilà, tu vois, c'était pas méchant frontalement, il avait aucune voix. Mais tellement dans sa. Déjà, on est dans un système qui est ultra cis hétéronormé, mais tellement dans ses habitudes, dans son truc, que bah non, je vous dis que c'est le 17, madame, je suis pro de santé, c'est le 17. Ouais. Bah non, là, ça marche pas. Et dans le même cas, tu vois, à la maternité, j'aime bien donner cet exemple aussi parce que c'était maladroit. La question, elle était bonne, mais c'était pas bien amené. Quand tu accouches, en fait, après, on vient te voir là pendant 3 jours. Et au 3e jour, avant de sortir, la sage-femme, elle vient et elle te parle de contraception. Tu sais, pour si jamais il y a une autre grossesse, que ça peut être dangereux pour ton corps, machin, faut quand même attendre un petit peu. Est-ce que tu veux Et là, en fait, nous, ça. Alors, la pauvre, c'était une étudiante sage-femme, très gentille. Et elle vient, elle me dit je vous prescris une pilule. Et je lui dis, alors déjà, je suis avec une femme, donc on n'a pas besoin d'un point de vue contraceptif. Je lui dis, par contre, effectivement, j'aurais pu en avoir besoin parce que endométriose, parce que problème de santé ou quoi. Je lui dis, mais peut-être aborder les choses différemment, en fait, demander, peut-être au lieu de dire, voilà, je vous prescris une pilule, est-ce qu'il y en a besoin? Est-ce que, enfin, tu vois, c'est vraiment le réflexe. Elle, je vous prescris une pilule, quoi. Ouais. Ben non. Est-ce que vous avez besoin d'un moyen de contraception? Est-ce que ce serait... Enfin, tu vois, tu poses des questions. Est-ce que vous avez potentiellement des rapports qui pourraient mener à une grossesse? Parce que jamais j'aurais pu ne pas être que avec ma femme, tu vois. Est-ce que vous avez des problèmes de santé qui nécessitent de prendre une pilule? Enfin voilà, de déconstruire le truc. Et là, c'est ce genre de maladresse, mais il y en a plein. Mais finalement, je me rends compte que ce type de comportement, de questionnement, ça peut être généralisé parce que finalement, c'est des réflexes de soignants que tu vas avoir comme ça et ça pourrait s'appliquer à tout un tas d'autres situations. Je ne sais pas si j'étais très claire dans ce que je veux dire. Bien sûr. Ouais. C'est au même titre que toi, quand à ton cabinet, tu reçois une dame qui est enceinte et tu vas dire on attend le papa. Non, il y a 2 trucs qui vont pas. Déjà, tu insinues qu'il y a une autre personne dans le projet et qu'en plus, c'est un homme. En fait, tu vas éviter. Tu peux plus poser la question du genre est-ce qu'il y a une autre personne dans le projet parental? Est-ce que. J'ai une étudiante qui m'a dit l'autre jour est-ce que quelqu'un vous accompagne? Je lui ai dit c'est bien, mais le problème, c'est que tu peux te tirer une balle dans le pied en disant ça. C'est que oui, peut-être que quelqu'un l'accompagne, mais c'est sa sœur, c'est sa copine, c'est sa doula. Exact. Donc voilà, trouve un truc. Est-ce qu'il y a une autre personne dans le projet parental? Et tu vois, juste, c'est ouvert. Déjà, peut-être qu'il n'y a personne, et peut-être que cette personne, c'est pas forcément un homme. Après, il faut trouver sa formulation avec ses propres mots, mais effectivement, c'est. Et puis, c'est des réflexes. C'est rarement méchant, en fait. Oui, comme tu dis, c'est un manque de connaissances. Ouais, et une réflexion de déconstruction aussi, de ta parole, de ta communication, sur les sites, sur les machins. J'ai des personnes, quand elles viennent en formation, on prend un petit temps, des fois, de regarder leurs réseaux sociaux, regarder leur site internet, regarder leurs formulaires, les questionnaires d'anamnèse et tout. Et il n'y avait aucune méchanceté, mais elles ont écrit, par exemple, papa, maman partout, père et mère sur les formulaires, il ou elle. Enfin, quand elles prennent conscience de ça, ok, elle commence à voir avec un. C'est un peu comme si tu changeais de lunettes et dis ok, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit un peu plus inclusif pour tout le monde et elles changent un petit peu leur vocabulaire. Mais ça demande une prise de conscience et ça demande une volonté de changer les choses. Tout à l'heure, au début de cette interview, tu parlais de ton cheminement quand tu étais en formation et que tu étais avec des personnes qui avaient plein de questions et qui, du coup, t'ont posé plein de questions. Et ça m'amène à ma question suivante. Il arrive parfois qu'un accompagnant qui veut bien faire ou une accompagnante qui veut bien faire se retrouve face à une personne LGBTQIA+, et pose des questions, en fait. Comme si elle demandait à la personne de l'éduquer, de lui apprendre des choses. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça, c'est problématique? C'est délicat parce qu'en fait, il y a forcément quelques petites questions. Tu vois, chaque
Chaque parcours est différent, chaque personne est différente. C'est comme toi, quand tu reçois une personne qui vient deuil périnatal, chaque deuil périnatal est différent et le vécu sera différent. Donc forcément, tu vas poser des questions. Mais c'est important que tu aies déjà des informations de base. En fait, ce qui est fatigant pour beaucoup de personnes LGBTQIA+, par exemple, les personnes qui font des parcours de transition, je pense que c'est le pire, c'est de devoir expliquer à chaque fois, chaque pro de santé, chaque accompagnant, chaque personne que tu croises, l'état civil, le machin, le parcours, comment tu dois changer, quel dossier tu dois faire, quel papier, qu'est-ce qui est autorisé en France et pourquoi tu fais pas telle démarche, parce que ça a telle implication et que si tu veux faire une PMA, en fait, il faut pas. Et c'est saoulant, en fait, et c'est pas à la personne qui vient te consulter de t'expliquer tout ça. Il faut que toi, tu aies déjà des notions derrière en tant que thérapeute, en tant que pro, et que ensuite tu aies juste à poser les petites questions qui sont particulières à la situation de la personne. Il faut que déjà tu aies tout le background, c'est pas à la personne de t'expliquer tout ça. C'est, je sais pas, un médecin, gynéco, la personne, la femme enceinte, elle arrive, elle va lui dire bah, j'ai des antécédents de ci, de ça, de trucs. La gynéco, elle comprend. Elle dit ah ok, je sais ce que ça implique, je sais quel traitement vous avez pris. Exact. C'est pas la patiente qui arrive qui dit alors j'ai telle maladie, du coup je prends tel médicament parce qu'en fait vous savez tel médicament ça fait ci, ça fait ça. Bah non, ça marche pas comme ça. Bonne comparaison. C'est un peu ça, vraiment l'image, c'est de se dire ok, c'est pas la patiente ou c'est pas à l'accompagner de t'éduquer toi. Ça aussi c'est dur à faire prendre conscience. Ouais. Parce que le discours que la personne qui est dans ton cabinet elle te tient, peut-être qu'elle l'a déjà eu 10 fois en fait. Elle en a marre. Elle en a marre de se raconter. Ça, je pense que c'est assez important à prendre en compte. Oui, parce que comme tu disais, ça part souvent d'une bonne volonté, mais en fait, toi, tu es censé, tu dois offrir un cadre sécure, tu es là pour aider la personne, pour l'entendre, pas Ouais, pour la cuisiner, quoi. ouais c'est ça. Et si t'as, enfin, c'est pas elle de te former, c'est pas elle de te. Mmh. Bien sûr qu'elle va te donner des informations sur son parcours. Elle va te. Moi, tu vois, si par exemple je viens en consulter avec toi demain pour X raisons, je vais t'expliquer un peu les grandes lignes. On a fait ça, on a fait truc, machin. Oui. Mais si je te dis, tu as suivi ma formation et que j'arrive et je te dis, bah voilà, c'est moi qui ai porté, on a fait tel parcours, telle technique, tel machin, bah ok, dans ta tête, ça va cocher. Tu vas dire, ok, je sais qu'elle a subi tel traitement, je sais qu'il y a tel truc, telle implication, je sais qu'elle est en couple avec une femme, donc je vais éviter de poser telle question. Par contre, cette question-là, elle serait pertinente, et puis machin, et puis, tu vois, ça va cliquer dans ta tête. Toi, tu vas être plus à l'aise, tu vas te sentir mieux, et puis moi, je vais me sentir, ok, soulagée en face, de me dire, Ouais. bah, ok, Valérie, elle sait de quoi elle parle, je peux lui dire que j'ai fait telle ou telle technique, enfin, tu vois, c'est Ouais. plus confortable pour moi et plus sécure, quoi. Ouais. Et tu vois, je me pose une question là en t'écoutant. Je me dis quelqu'un qui se sentirait pas à l'aise. Ouais. Est-ce que ce serait pas plus sain de dire: «Bah, j'accueille pas, ce type de personne parce que j'ai peur voilà, de faire du mal ou parce que, ben, j'ai pas envie de me former», qu'est-ce que tu Complètement. penses? Mmh. Ça, alors je le dis en formation, mais bon, une fois qu'elles sont en formation, c'est qu'elles ont envie, tu vois. Oui, Et voilà. il vaut mieux ne pas accompagner sur certains sujets. Par contre, ton obligation, c'est de savoir vers qui rediriger. Mais c'est valable pour tous les sujets. Tu vois, moi, il y a Tout à fait. des moments de ma vie où j'ai pas accompagné le deuil périnatal. Genre pendant ma grossesse, j'étais pas capable. C'était trop Mmh. dur pour moi. Donc j'ai refusé des personnes, je leur ai expliqué, je leur ai dit voilà, là actuellement, je ne suis pas la bonne personne pour vous accompagner. Par contre, je vous envoie vers tel et tel collègue, je vous donne les contacts. Elles sont formées, elles pourront vous accompagner correctement. Mais là, c'est pareil. Si pour une raison religieuse, parce que tu te sens pas à l'aise, tu n'as pas les armes pour ça, parce que tu as peur de mal faire, etc., et que pour Mmh. l'instant, tu n'es pas encore formé à ça, ben, il vaut mieux dire, OK, je suis désolée, je ne peux pas vous accompagner, par contre, je connais telle ou telle personne, elle va vous accompagner correctement, Mmh. telle ou telle ressource, tel ou tel assaut, vous trouverez des réponses à vos questions. Ouais, Mais du coup, il y a 2 choses très importantes, c'est que quand on est accompagnant, on a cette responsabilité de connaître ses limites et puis d'avoir, un portefeuille de collègues, avec qui, voilà, soit pour réorienter, soit travailler en équipe ou autre, 2 c'est hyper obligations important. voilà, très importantes. Mais ouais, c'est important pour la personne et c'est important pour nous, en fait, en tant que thérapeute. On ne peut pas tout faire tout le temps Mmh. non plus. Il y a il y a des phases de vie où tu ne peux pas gérer certaines choses et c'est OK, Mmh. en fait, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais avoir tu vois, ça, je dis à tous les étudiants de se constituer un agenda, enfin, pas un agenda, comment on dit, un Un annuaire, répertoire, ouais, en annuaire. répertoire, Mmh. exactement, de pro de santé, d'associations, de thérapeutes, de machin, et Ouais. savoir, machin, il fait telle spécialité, elle fait telle spécialité, parce qu'il y a besoin, en fait, de rediriger. Mmh.
Tout à fait. Écoute, je pense avoir fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'aurais pas abordé et dont tu souhaiterais parler? Non, je crois pas. Je pense qu'on a abordé un peu tout ce qu'on avait décidé. C'était hyper cool de pouvoir expliquer tout ça. Merci beaucoup de me donner cette opportunité. Moi, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Je pense que ça, que ça s'entend. Et merci beaucoup. C'était hyper Bah, chouette. c'est moi qui te remercie. Sujet très intéressant. Est-ce que tu as des actus à partager? Peut-être, donc tu nous as parlé de ta formation en septembre. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, donc il y a la formation visio en septembre, il reste quelques places encore. Pour ça, il faut me contacter mail ou Instagram pour que j'envoie toutes les conventions. Comme je vise Calliope, je fais tous les papiers bien Ok. machin. Donc c'est beaucoup de paperasse, mais n'ayez pas peur, ça se fait facilement. Et après, écoute la formation e-learning qui est dispo tout le temps et qui sera encore enrichie. Et voilà. Non, pour l'instant, c'est tout dans mes actus. Trop bien. Et quel est ton endroit préféré pour te contacter ou suivre ton travail? Est-ce que c'est LinkedIn, Insta, Et Facebook? LinkedIn, tu as vu, je m'y mets, j'essaie de me tenir. Donc Julie Roudier sur LinkedIn. Et après, sinon, Instagram, lesbabillages.formation au pluriel. Voilà, c'est les 2 canaux où je suis plus présente. Ok, super. J'ai une dernière question pour toi. C'est une question un peu rituelle que je pose à tout le monde. Est-ce que tu aurais une ressource culturelle à partager, une ou deux ressources? Ça peut être un film, un podcast, un bouquin, quelque chose que tu as envie que les gens aillent explorer. Oui, j'ai envie de te dire le podcast Les enfants vont bien. Je sais pas si Je connais connais. pas. Il est trop bien. C'est Constance qui l'a créé, ça fait quelques années. Il est parti de réflexions qu'elle prenait sur les réseaux sociaux. Donc Constance, elle est mariée avec Aude et elles ont 4 filles, donc des triplés. Respect éternel pour les parents, Waouh. les jumeaux, etc. Et en fait, elles ont pris plein de réflexions homophobes. Les enfants ne vont pas bien se développer, machin, ça. Et donc, pour répondre à cette violence et toute cette haine qu'il y a pu avoir sur leur famille et sur les familles LGBT en général. Elle a créé ce podcast, Les enfants vont bien, où elle interviewe des enfants de parents LGBT, des personnes, des adultes LGBT, des pros de santé qui vont parler un petit peu des parcours. Il y a plein d'histoires. C'est absolument génial. Et pour avoir un petit aperçu un peu des vécus, que ce soit des adultes ou des enfants, je trouve que c'est une chouette porte d'entrée. Ah, ça a l'air trop bien. Je vais aller explorer ça. Merci beaucoup pour cette ressource. Avec grand plaisir. Écoute, c'est tout pour moi. Est-ce que tu as un mot de la fin? Merci beaucoup. Non, merci pour l'invitation. Vraiment, c'était un plaisir. Et puis, je reste dispo. Surtout si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à me contacter. J'aime bien donner des ressources, donner des pistes de réflexion. Et puis, venez vous former. Mais oui, allez vous former. Merci beaucoup, Julie. À bientôt. Merci beaucoup, Valérie. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Enfin, à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!